J'aime bien dire que l'argent coûte de l'argent et c'est vraiment vrai en fait, à chaque fois globalement qu'on te donne de l'argent pour faire ton film, en fait cet argent va t'en coûter L'argent ne vient jamais du producteur, enfin c'est pas non, ton jamais, argent personnel c'est pas ton PEL qui va payer le non. film. C'est des sommes souvent se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a vraiment ça aussi dans le métier de producteur, c'est d'être aussi un bon vendeur. Le CNC n'est pas financé par vos impôts, Pas il du est tout. financé sur les taxes sur les billets Ouais, de les cinéma. bêtises, ouais, ouais. Comme beaucoup de métiers dans le cinéma, c'est un métier passion. Oui, S'il y a des jeunes étudiants qui veulent se lancer là-dedans, vous n'allez pas gagner, beaucoup d'argent. vous n'allez pas Non, faire 15 000 € par mois. non, c'est clairement pas. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Bonjour à tous, je suis Jules de l'équipe Ciné 3000 et bienvenue dans ce second épisode de Ciné 3000 Pro, le podcast qui vous dit tout sur les professionnels du cinéma. Pour rappel, j'ai lancé ce podcast car j'avais envie cette fois-ci de mettre à l'honneur les personnes et les métiers de cette industrie dont on parle moins, voire pas du tout. Ciné 3000 Pro est donc un podcast sur les différents métiers qui font le cinéma, de la régie à la distribution de films en passant par le casting, la production et le tournage. Nous essaierons ici de proposer un panel de métiers passionnants et souvent méconnus, car il est important de rappeler que le cinéma peut difficilement exister sans l'industrie culturelle qui produit tous ces beaux métiers. Et pour rappel, je propose également à mes invités une carte blanche pour venir me parler d'un film qui fait soit écho à leur métier dans le cinéma, soit qui leur a donné envie de travailler dans ce domaine, ou un film fétiche à faire découvrir aux auditeurs, bref, ce qu'ils veulent, car que serait un podcast cinéma sans forme filmique. Tous les épisodes seront disponibles sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts pour l'audio et YouTube pour la vidéo. Et pour avoir toutes les infos, nous avons un compte Instagram Ciné3000 que vous pouvez également suivre. Ceci étant dit, bienvenue dans ce second épisode de Ciné 3000 Pro et nous allons parler de mon métier préféré dans le cinéma, la production. Nous allons tenter avec mon invité de vous faire découvrir les arcanes du métier de productrice ou producteur et également de contrer cette fameuse image d'Épinal du producteur bedonnant avec son cigare qui produit des films avec son argent personnel car c'est simplement faux. Nous parlerons du financement des films, du fameux CNC, du compte de soutien du producteur, de la production de courts-métrages en France et de plein d'autres choses passionnantes. Aujourd'hui, nous accueillons donc Nina, productrice chez Paprika Film. Salut Nina. Salut Jules. Tu as commencé tes études avec une prépa littéraire Cagne, Hippocagne, spécialité littérature, ainsi qu'une double licence droit sciences politiques et enfin un master de production cinéma à l'INA, Institut national de l'audiovisuel. C'est Durant ces correct. temps universitaires, tu travailles à la programmation dans plusieurs festivals comme la Semaine de la critique à Cannes, Paris Cours de Vent, et tu es depuis 5 ans responsable du programme du Talent Village des Arcs Film Festival, qui est un programme dédié aux réalisateurs et réalisatrices européens qui préparent leur premier long métrage. Côté production, tu as fait un passage chez Sombrero Film et au Film du Grand 8, et depuis 2 ans, tu es donc productrice et chargée de développement des nouveaux auteurs chez Paprika Film, société qui, entre autres, est connue pour avoir produire des longs métrages documentaires animaliers, notamment ceux de Luc Jacquet ou dernièrement Vincent Munier. Voilà. Bravo pour ton parcours, déjà, Merci. c'est pas mal. Euh, pour commencer tout de suite, est-ce que au cours de tes études, est-ce que l'envie de production de films, elle est venue tout de suite durant tes années universitaires, ou est-ce que c'est une petite idée qui était dans la tête et qui est devenue réalité au cours des années? Déjà merci pour cette invitation et pour cette, présentation. C'est intéressant de commencer par, l'envie, d'où vient l'envie de production parce que je pense effectivement qu'il y a autant de façons de produire que de producteurs, c'est clair et moi je dirais que la genèse de mon envie, elle vient, d'une envie plutôt littéraire, qui est une envie presque plus d'écriture. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'étais intéressée par les histoires, à la fois par les histoires, les personnages et les gens qui les racontent, donc aussi par les auteurs. Et j'ai un peu effleuré l'envie moi-même, d'écrire à des moments et en fait, je me suis rendu compte petit à petit, dans des contextes de festivals et aussi d'endroits un peu de création, même, typiquement dans des classes plus littéraires, que je prenais peut-être presque plus de plaisir à certains moments dans la relecture et l'accompagnement de personnes qui écrivaient qu'à la rédaction, moi-même et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que, accompagner des auteurs, c'était un métier en fait et qu'aussi avoir une dimension un peu surplombante d'un texte, de sa fabrication, de la gestion aussi humaine, de la personne, de gérer ses doutes, c'était en fait des choses qui pouvaient me plaire et en fait, c'était vraiment ce double alliage de l'intérêt littéraire et l'intérêt un peu humain où je me suis rendu compte que c'était un métier, en fait et du coup, je dirais que c'était vraiment ça, le tout début. Parce que oui, il y a
Dans le métier, dans la production, en fait, il y a plusieurs types de producteurs, typologies, on va dire. Des producteurs qui sont plus, donc, comme toi à tes débuts, sur le développement, sur l'écriture, trouver des nouveaux Tout auteurs, à les fait. accompagner sur le scénario, monter un scénario pour qu'il puisse devenir un film. Ou sinon, il y a les producteurs peut-être un peu plus financiers, qui eux arrivent Mmh. après scénario et développement, qui eux gèrent plus l'aspect financier et le tournage. C'est ça, oui, il y a plusieurs types de à la fois profils de producteurs et de statut, on va dire, juridique. Moi, là, je vais parler que de la France parce que c'est pas exactement pareil aux États-Unis, même si on va dire que les structures sont les mêmes, mais c'est plus les noms qui changent. Effectivement, en France, on a, on va dire, 3 typologies, un peu de type de producteurs. Donc on a le producteur, on va dire ce qu'on appelle le producteur délégué, qui est vraiment, en fait, juridiquement, c'est qu'il porte, en fait, la responsabilité juridique et financière du projet. C'est-à-dire, en fait, que c'est lui qui signe les contrats, donc globalement, le film lui appartient. En fait, quand il rencontre un auteur, il signe un contrat d'auteur avec l'auteur, c'est que le film lui appartient, en fait. Vraiment, l'auteur lui cède globalement le projet, les droits du projet et donc c'est lui qui est garant vraiment de la vie du film. C'est un peu comme un parent quelque part. Donc il, développe artistiquement le film et il le produit aussi, c'est-à-dire qu'il trouve les moyens financiers pour le faire. Donc ça, on va dire que c'est un peu la majorité des producteurs. Il y a les producteurs vraiment dits financiers, comme tu disais, qui sont souvent des producteurs qui interviennent dans des cadres de ce qu'on appelle la coproduction. Souvent, c'est quand en fait il manque de l'argent sur un film et qu'un producteur soit a, de l'argent entre guillemets «personnel» à mettre sur le projet, mais parce qu'il a un intérêt de le faire, soit parce qu'il a un guichet qu'il peut aller chercher, parce qu'il connaît très bien, une chaîne ou que c'est intéressant de passer par lui. Donc c'est un producteur vraiment financier qui ne s'associe au projet qu'avec de l'argent, mais où lui, il trouve un compte, forcément, Même pour pour enrichir son catalogue. pour aller chercher son catalogue, parce que c'est une couleur de cinéma différente du sien, parce qu'il sait que ça va peut-être être un super hit en festival ou en salle et qu'il se dit, bah, que c'est intéressant aussi et ou juste, retoucher de l'argent dessus parce qu'il faut se dire que chaque fois qu'on investit de l'argent, c'est aussi on en récupère derrière. Hem et le dernier qui est, on va dire, le producteur Mon exécutif, préféré. ton préféré, exactement, qui est un peu le OG producteur quoi, qui est un peu en fait, qui pour le coup, si les 2 autres sont des producteurs, on va dire de bureau, donc des producteurs, très derrière leurs ordi, on va dire. Le producteur exécutif, prod exé comme on aime le dire, est vraiment le producteur baroudeur, qui est en fait souvent engagé, en fait, par les sociétés de production, qui est engagé par les producteurs délégués, qui est un prestataire, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de responsabilité juridique face au projet, il n'a pas de droit. De droits juridiques, on va dire, sur le film. Mais en gros, son rôle, c'est en fait d'organiser le tournage et lui, il est garant de la bonne fin du tournage et en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on a des films qui commencent à dépasser un certain budget, quand je dis un certain budget, j'entends, je pense après, 5 000 000 les c'est très dur, en fait, pour les prods délégués, prods de De bureau, tout faire. de tout faire et même de chiffrer. C'est des fois, en fait, on pourra en reparler plus tard, mais c'est très difficile aussi des fois de se rendre compte de certaines échelles et du coup, c'est intéressant d'engager un producteur exécutif dont c'est le métier, qui en fait, lui, chiffre vraiment, sait chiffrer le film, à sa bonne hauteur et avec lui, toute une batterie de techniciens et techniciennes qui sont, homologués, on va dire, pour ce Oui, type de son projet. équipe. Son équipe exactement et lui, il mène vraiment le tournage à bien sous la responsabilité du producteur qui l'engage, il est vraiment prestataire. Mais c'est une autre façon de produire aussi et il y a des prods exés en fait qui souvent ce qui se passe aussi, c'est que même dans le monde du court-métrage, il y a des jeunes producteurs qui ont leur boîte et qui en fait font de la production exécutive pour d'autres personnes, même pour de la pub par exemple, c'est une façon de gagner sa vie aussi et il y en a en fait des fois qui aiment tellement ça qui ne font que ça. Donc nous avons parlé rapidement des différents types de producteurs. Est-ce que, donc on peut rappeler à nos auditeurs, Mmh. aux gens qui nous écoutent, un peu comment ça se passe, la fabrication d'un film en France, parce que c'est vrai que c'est un peu flou pour Ouais, bien certains. sûr. Quand est-ce que le producteur intervient, l'écosystème avec les différents guichets, parce que nous, on le sait parce on travaille Bien sûr. là-dedans et on a fait des études, mais rappeler, voilà, on va dire les grandes étapes, que Mmh. ce soit écriture, découverte d'auteur, financement, Complètement. voilà. Complètement. Bah, il faut savoir que la création d'un film, c'est un long chemin de croix et qui peut quelque part s'apparenter à un mariage. Je pense que c'est intéressant de garder en tête, hem, que le lexique, amoureux est très proche du lexique de la relation, des métiers dans le cinéma. Hem et donc pour se donner une petite échelle, entre les courts métrages et les longs métrages, on va dire et on peut parler aussi même des ce qu'on appelle les unitaires, donc les films qui passent à la télé, qui sont des téléfilms, on va dire, dans le langage commun. On va dire qu'un court métrage produit de façon professionnelle, mais
entre 2 et 3 ans pour se faire. Quand je dis se faire, c'est, on va dire, commencer à être écrit et au jour où la post-production du film est finie, donc c'est-à-dire que le film est visionnable, totalement terminé. Hem, donc 3 ans. Pour le long métrage, c'est plus entre 5 et 7 ans et pour un unitaire, c'est plus 2 ans, donc pour la télé. Donc ça, c'est un peu les temporalités et globalement, pour, court métrage et long métrage, ça se passe, on va dire, à peu près de la même façon. Juste, ce sont les échelles de temps et d'argent surtout, qui changent. L'idée, en gros, c'est donc, tout naît d'une rencontre toujours et tout naît surtout d'un match entre un producteur et un auteur. Quand on dit auteur, c'est un scénariste ou un réalisateur, ou un scénariste qui est aussi le réalisateur, donc la personne qui écrit et qui réalisera le film, Qui est souvent le cas en France. qui est très souvent le cas en France. Ça peut être un duo. hem, Très souvent, surtout au début, les gens préfèrent écrire leur propre film. Donc quand on est producteur, on peut trouver des auteurs partout, enfin partout, pas dans la rue, mais dans les écoles, dans des sessions de pitch, en ayant vu de précédents films. Il y a plein d'endroits comme ça en France, qui sont vraiment, qui font des focus sur des jeunes auteurs ou sur juste des auteurs qui sont nouveaux. Et en fait, tout naît donc de cette rencontre. Très souvent, ce qui se passe, c'est un auteur qui a un projet, que ce soit une idée, que ce soit l'adaptation d'un film, l'idée d'une histoire ou avec une petite base écrite d'un projet, qui en parle au producteur. Ils font quelques allers-retours sur le projet et ils décident d'y aller ensemble. Donc là, il y a la signature d'un contrat, comme on disait. Contrat de mariage. Contrat de mariage qui permet voilà, de tout borner la relation, de bien sûr, on va dire, régir comment est-ce que l'auteur est rémunéré. Et ensuite, donc on part sur une phase d'écriture, qu'on appelle le développement, qui est une phase qui peut être une phase qui est très longue, et qui est vraiment une phase, qui peut à la fois être la lune de miel, et le moment un peu compliqué où donc auteur et producteur travaillent donc au Oui. développement du film. Sachant que les producteurs souvent challengent leurs auteurs parce Complètement. que quand c'est ton projet, que tu l'as écrit, c'est ton bébé, le rôle du producteur, en fait, c'est pas de dire: «Oui, c'est bien». Non, c'est Exactement. de parce que le producteur a plus la vision sur la fabrication du film, de Ouais, dire, «Là, ça va pas être possible même en termes de c'est chiffres, ça. si tu m'as Ouais, ouais. écrit un truc dans l'espace, ça va pas être je le Ça va être sens pas, compliqué, c'est on ça. va tenter de réécrire», tout en essayant de ne pas heurter l'auteur. Exactement. Et Mais c'est oui, quand même. ce jeu de questions-réponses qui est assez intéressant aussi. Ouais, ouais, complètement, c'est ça. C'est qu'en fait, le rôle du producteur, c'est vraiment de faire des retours au réalisateur pour emmener l'auteur au meilleur de ce qu'il peut faire. Donc vraiment de le connaître aussi bien, de connaître ses goûts. Ça passe aussi par aller voir des films ensemble, faire lire des fois le texte à d'autres gens. Mais effectivement, comme tu dis, derrière sa petite tête, le producteur, pendant qu'il développe artistiquement le film, a aussi la faisabilité du film, parce qu'après, l'étape d'après, c'est de chiffrer en fait ce texte. Comme tu dis, c'est-à-dire que écrire une baston qui se passe dans la mer sur des jet skis, ça a un prix. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire à la dramaturgie? Bah, on va y réfléchir. Donc une fois qu'on a à peu près abouti le texte, on le chiffre. Donc là, il faut faire un devis. Et après, en fait, le travail du producteur, c'est de trouver l'argent qui est nécessaire, en fait, à faire le projet. Donc là, ça a une temporalité qui peut prendre un peu de Mmh temps. mh. L'argent, en France, il se trouve un peu à 2 endroits, dans le privé et dans le public. Dans le public, on pourra en reparler après, il y a des grandes institutions qu'on connaît, comme le CNC, comme les instituts territoriaux, donc soit les régions, les départements, les municipalités. Et côté privé, en France, on a un très bon réseau de chaînes, et on a toujours un peu de mécénat qui traînouille à droite à gauche. Donc c'est pareil, des demandes qui sont assez fastidieuses, qui prennent du temps, qui Des sont dossiers à des dossiers monter. à monter, très concurrentiels. Et du coup, là, dans le travail du producteur, il y a aussi un peu un travail qui s'apparente au travail de l'agent. Hem, Beaucoup de gens ont vu, la série 10 et même si elle est sur les agents des acteurs, dans le travail de producteur, il y a un peu ça aussi, de traîner un peu sa patte de partout pour parler du projet, voilà. Et donc on va faire un petit jump sur on a l'argent suffisant, enfin il y a jamais assez d'argent, c'est vraiment Oui. la règle. Hem Et après en fait donc le producteur, amène le projet jusqu'au tournage. Donc là pareil, il engage une équipe, le tournage se passe, globalement, Là, il bon, touche un peu moins le il producteur touche un peu normalement. moins. Ouais, ouais, il touche un peu moins. En fait, il engage, des techniciens qui sont spécialisés pour ça. Globalement, pour avoir une petite échelle de temps, un tournage de court métrage, c'est rarement plus de 10 jours. C'est plutôt à peu près la temporalité. Là où les longs métrages, ça peut vraiment être variable. On va dire que la moyenne, c'est plutôt un mois et demi. C'est à Oui, peu près 6 ça. semaines, ouais, c'est ça, Voilà, en c'est à peu près ça. France. Voilà, donc le film se passe et ensuite donc le producteur récupère à la fin du film, donc on va dire récupère les rushs, on va dire symboliquement. Et donc là, le film part dans ce qu'on appelle la post-production, qui est vraiment en fait tout le travail est beaucoup plus technique, qu'on fait sur le matériel fini. Et donc il a en fait à plusieurs étapes qu'il a,
ce sont des étapes qui sont vraiment bornées, qu'on ne peut pas, changer. On fait, d'abord le montage, puis l'étalonnage, puis le mixage son. Donc en fait, on polit chaque partie du film, les unes après les autres, pour arriver vers le meilleur film fini. Et une fois que le film est terminé, en fait, là commence une autre vie qui est en fait, comment tu fais vivre ce film et surtout comment est-ce que tu permets à des gens de le voir. Et La ça, c'est le travail du Ça, c'est distributeur, le travail que du nous avons distributeur. vu dans le premier épisode Exactement. de Ciné 3000 Pro. Exactement. Et donc voilà, du coup après donc la distribution des courts et des longs est assez différente, mais globalement le schéma est le même. D'ailleurs à l'heure où on se parle, il y a l'annonce du Festival de Cannes Oui. là, c'est là en ce moment. Et donc la première chose que tu veux quand tu es prod et quand aussi tu es réalisateur ou réalisatrice, c'est que ton film aille en festival. Pareil, on pourra en reparler plus tard. Donc il y a d'abord tout ce travail de visibilisation du projet en festival, parce que c'est grâce au festival que tu as de la presse, du Mmh. bouche à oreille, tout ça. Et ensuite, après, ton film est visible sur des plateformes, sur des chaînes, en fonction de comment tu as un peu fait ton histoire. Et voilà. Donc en gros, donc, le producteur avec le réalisateur est vraiment garant du début à la fin. Il faut se dire que le travail du producteur, c'est un peu comme celui d'un architecte. C'est qu'il prend en fait vraiment une idée sur plan, qui globalement a l'air d'être une Mmh. super idée. Mais en fait, à la fin, quand la maison est finie, il faut qu'elle tienne, quoi, et qu'elle soit vendable. Et c'est vraiment comme un film. Oui, sachant qu'en plus en France, tu parlais de plans et d'architectes, c'est que on marche beaucoup au préachat de films, Complètement qui est un peu une spécificité, qui vient de chez française. nous. Ouais, ouais. C'est que: «Ah ton film, j'ai lu le scénario, je le sens bien, je vais en prendre une Ouais, petite part de du gâteau de ce film ouais, et s'il marche bien, je récupérerai mes parts» et c'est comme tu as dit, donc les chaînes, souvent les chaînes télé qui préachètent ou même des distributeurs ouais. qui quand ils les gros distributeurs, quand ils sentent que le film va marcher, qu'ils vont bien le distribuer, ils mettent aussi une pièce sur le et en fait, oui, un film, c'est un gâteau, donc C'est chacun se ça, partage la part exactement. et c'est pour ça, donc l'argent ne vient jamais du producteur. Enfin, c'est pas, Non, ton jamais. argent personnel que tu c'est pas ton PEL qui va payer le Non. film. Parce que c'est des sommes souvent qui se chiffrent à plusieurs, centaines de milliers d'euros Ouais. et c'est donc surtout, les acteurs privés, donc tu as le guichet privé et public comme tu as dit, qui permet de Non, faire ça. complètement. En fait, c'est vrai que typiquement, ton travail en tant que producteur, surtout sur les longs métrages, c'est en fait de ne pas vendre plus de parts de gâteau que tu n'en as. Ce qui, en Ouais. fait, arrive Oui. paradoxalement très souvent. C'est qu'effectivement, j'aime bien dire que l'argent coûte de l'argent. Et c'est vraiment vrai. En fait, à chaque fois, globalement, qu'on te donne de l'argent pour faire ton film, en fait, cet argent va t'en coûter d'autres. C'est-à-dire que, Mmh par mh. exemple, tu as de l'argent qui vient d'une région, on te donne tant et on te demande de dépenser, par exemple, 140 de cette somme. Donc, en fait, il faut que tu dépenses plus que ce qu'on t'a donné. Et en plus, tu dois prouver que tu l'as dépensé dans la région. Donc, en fait, des fois, tu es presque obligé de faire certaines dépenses que tu n'aurais peut-être pas faites, Mmh. mais qu'on t'oblige à faire. Et c'est un peu pareil comme quand tu reçois de l'argent privé et que du coup, tu deals forcément Tu vas des oui, retours sur investissement. mais c'est un jeu de tiroir, en C'est un jeu de fait. tiroir, exactement. Donc, il faut faire attention à ça. Et en même temps, ce qui est trop intéressant, comme tu dis, c'est que faut être un peu malin et qu'en fait, tout ça n'est aussi que des relations humaines. Vraiment, si Oui. on revient au début de ce qu'on disait de l'émission, et que du coup, i- c'est aussi du poker. C'est un peu en mode, c'est de la négociation, c'est faire parier les gens sur ton film. Des fois, tu sais que tu leur fais prendre des risques, Ouais, tu vois. Et donc, du coup, c'est intéressant aussi. Il y a vraiment ça aussi dans le métier de producteur, c'est d'être aussi un bon vendeur. c'est ça. Sachant que les plus gros hold-up en termes de production au cinéma français, c'est quand un producteur a réussi à monter son film en donnant, peut-être disons, que 20 de son gâteau Ouais, et qu'il lui restait 80 des droits. Après si le film explose en salle, bah, quand on a payé tout le monde, on a payé le distributeur, on a payé les financeurs qui ont ouais. prêté de l'argent, une fois qu'on a rendu l'argent, bah, tout ce qui reste, C'est pour c'est le pour prod. lui. C'est ça, parce qu'il faut ça. Exemple, un petit truc en plus, Un petit pardon, truc en c'est ça que je voulais plus. dire. Ouais, ouais, c'est avec un petit truc en plus, intouchable, oui, Oui, complètement. c'est des films où il y a les gens, c'est pas qu'ils y croyaient pas, mais ils ont réussi à Ouais, le monter sans trop donner, du film. complètement. Et c'est très dur de préméditer un succès. Oui. Moi, dans la société où je travaille, là, donc Paprika Film, on a sorti juste avant Noël, donc Le Chant des Forêts, le dernier film de Vincent Munier, donc qui avait fait La Panthère des Neiges par ailleurs, donc qui est un auteur qui était déjà euh, connu, reconnu. Il avait déjà eu un César, il avait déjà sorti un film qui avait déjà très bien marché en salle. Euh, il revient avec Le Chant des Forêts, qui est un documentaire donc, animalier assez contemplatif, qui est un bijou de cinéma, mais c'est quasi impossible de prédire un tel succès. Et c'est exactement ce que raconte aussi Artus, pour un petit truc en plus. Donc, du coup, il y a aussi ça qui est assez intéressant, c'est
des fois, tu as des espèces de certitudes, il faut suivre tes Oui, intuitions et d'autres moments, tu ne il y comprends a un pas. peu des hold-up Oui, aussi qui se passent, c'est assez incroyable. oui, c'est ça qui fait le sel de Ouais. la chose, c'est que c'est un producteur, vous êtes un peu des gens qui aiment le poker, Ah oui, complètement. tu peux un peu tout perdre sur un film où tu es sûr que Où ça tu va es marcher. sûr et ouais, ouais et des fois tu as des mauvaises intuitions, des fois tu faut aussi faire très attention parce que c'est des métiers, avec beaucoup d'émotions et en fait, des fois, tu projettes des choses, des fois tu lis des scénarios qui ressemblent à un film que tu aimes beaucoup, par exemple et du coup, tu projettes quelque chose qui n'est pas du tout le film, pas du tout ce que l'auteur a envie d'en faire. En fait, tu te fourvoies Mmh complètement. mh. Il y a beaucoup de choses, oui, voilà, c'est Et un oui, métier où il faut aussi garder la tête froide, c'est ça. Donc là, on a parlé du métier, de producteur, mais rares sont les personnes qui s'improvisent producteurs directement. Il y a ouais, un chemin de croix avant d'arriver, c'est un peu le graal pour tous ceux qui veulent travailler dans la production. Et donc, est-ce que tu peux nous parler, toi, des postes, que tu où tu as commencé dans la production, que ce soit, sombrero film au film du Grand 8? complètement. Parce qu'il y a différentes typologies de postes dans la Mmh. production, il y a plein de Oui, oui, métiers, en fait, complètement. là-dedans. C'est vrai que la production a un milieu c'est un milieu qui ressemble, j'aime bien les comparaisons. C'est un milieu qui ressemble un peu à celui de la cuisine, je trouve, où en fait les postes sont hyper, les segments sont très clairs Oui, et c'est presque militaire, comme voilà, sur un tournage. c'est ça exactement et le tournage, c'est pareil, les chemins pour, on va dire, monter les échelons sont très nets. Et moi donc chez Sombrero, j'étais vraiment, assistante de prod, donc assistante de production, donc qui est vraiment, le bas de La l'échelle base. quoi et qui est en fait un poste très intéressant parce que, bon, tu fais à la fois des tâches qui te reposent le cerveau, café, de côté un peu régie, donc vraiment en fait de la vie tu t'occupes beaucoup aussi donc de la vie du bureau, tout ça. Mais en fait, comme tu es une petite main un peu Gaulle volant et que tu fais beaucoup de choses, la production, c'est vraiment un métier où en fait même, même chez Shifumi, c'est des boîtes où ils sont pas à 40. En Oui, fait, toutes les boîtes même qui produisent énormément de films, en fait, la production, c'est un écosystème où il y a assez peu de gens dans les boîtes. Donc en fait, quand tu as un problème internet, c'est pas comme si tu travaillais, chez Studio Canal, où tu peux appeler un oui, oui. informaticien et faire un ticket. Donc Oui, du tu fais tout. tu fais tout et donc du coup, ce poste d'assistant a quelque chose de très intéressant où tu touches à tout. On te fait faire beaucoup de choses dont tu n'avais jamais entendu parler la Oui, veille. Tu as aussi accès à énormément de données, des contrats, des devis oui. et c'est une très bonne façon d'appréhender aussi la chaîne Et le et le cinéma, cinéma de ouais. façon globale parce qu'en plus souvent, en fait, on te fait faire ce qui, on va dire, constitue 50 de la vie des gens qui travaillent dans des bureaux de production, c'est de faire des dossiers de demande de financement, des devis ou de ce qu'on appelle rendre des comptes sur en fait l'argent que tu as utilisé, que tu avais reçu. Donc du coup, quand tu es assistant, en fait, tu fais souvent des petits bouts de ces dossiers, mais ce qui te permet aussi en fait de comprendre comment est financé le film et de quoi tout ça est fait. Donc ça, c'était plutôt ça chez Sombrero, qui était une boîte qui faisait à la fois des films, des unitaires vraiment pour la télévision et des films plutôt grosses comédies avec Alexandra Lamy, tout ça. Donc, qui était une typologie de film où il y avait de l'argent. Donc, Mmh. c'était intéressant aussi de voir les choix qui étaient faits. Ça, et après chez Film Grand 8, Film Grand 8, j'étais aussi assistante de prod, mais j'avais un côté, une casquette, ce qu'on appelle le chargé de développement, qui est un poste un peu hybride qu'il y a pas dans toutes les structures. Ou comme moi, je travaillais aussi toujours au Festival des Arcs à ce moment-là. En fait, j'avais aussi une mission qui était de ramener des projets dans la structure car, comme je fais beaucoup de festivals, en fait, l'idée, c'était aussi que si je voyais des choses qui étaient intéressantes pour la boîte, aussi que je sois ce lien entre un Mmh. peu l'extérieur, et notamment sur les films plutôt, internationaux, comme je voyageais beaucoup, et la structure. Et chez Film Grand 8, pour le coup, comme c'était une période où il y a eu énormément de tournages, j'ai beaucoup été, pour le coup, moins assistante de prod de bureau, donc vraiment de dossier de financement, mais un peu ce qu'on disait au début de l'émission sur les différents types de producteurs. Là, j'ai aidé beaucoup en fait pour le tournage, Oui, depuis le bureau, mais pour le tournage, où je faisais beaucoup en fait beaucoup de salaires, oui. voilà, Ouais, les vraiment, trucs journaliers, exactement, les trucs l'administration de production voilà, presque. l'administration vraiment, plus de tournage, mais qui du coup est trop intéressante parce que c'est aussi une autre réactivité, c'est une autre temporalité, alors que le cinéma, c'est un temps très long en fait, Oui, sachant que heu, oui, dans la production, oui, ça, il y a des phases où où il y a pas il y tu a un il y a peu pas de quoi. tournage, Ouais, ouais. tu développes, tu cherches des idées, c'est très bureau. Après, on peut passer en mode tournage, ça va être un gros rush d'un coup. Exactement, avant le Après tournage, la ouais. post-prod, ça redescend et c'est vraiment ça fluctue. C'est ça, exactement. C'est des grands Mais temps, quoi mais il peut se passer parfois même 2 3 ans ah où il y oui, a aucun complètement tournage et c'est du et c'est bureau, du normal, ouais, développement. ouais. C'est Ça reste un normal. travail de bureau. Ouais, des fois, c'est un peu frustrant, mais Oui. oui, oui, mais ça reste un travail de bureau, ça, c'est clair. Oui, et c'est sur le temps long parce que tu Ouais contactes des gens qui te répondent et que 3 semaines non et que après machin. Ouais, et ouais. hop,
peut-être, on va peut-être venir avec vous sur ce film. En fait, non, le dépôt de Complètement, dossier. complètement. Il faut se dire que, il n'y a aucun effort qui ne sert à rien et en fait, c'est tellement un métier de contact et de relation qu'en fait, il Ça faut va payer. voilà, il faut beaucoup s'échiner, que très souvent tu te prends des non sur ce projet-là, mais qu'en fait, peut-être que sur ce raté-là, en fait, te vaudra un oui dans 3 ans sur un autre projet. C'est un peu dur psychologiquement à des moments, faut faire du sport, mais mais c'est vraiment aussi, l'un des je le répète, mais c'est vraiment l'un des trucs aussi des producteurs, c'est vraiment, heu, c'est d'y aller vraiment à la persuasion. Typiquement, un des trucs que j'ai appris avec l'un de mes premiers boss, il disait tout le temps que lui, il ne fonctionnait qu'à la relance. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens ne le relançaient pas, vu qu'il était, busy, machin, en fait, il considérait que les gens n'avaient pas assez envie de lui parler. Ce qui est un mindset assez particulier, mais qui, en fait, est pas inintéressant Oui, et ça fait le tri. ça fait le tri complètement et donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce temps est tellement long que faut pas lâcher, quoi. Et donc, chez Paprika Film, Oui, tu as été recrutée en tant que productrice et chargée de développement ouais, des nouveaux auteurs. tout à fait. Donc, tu as déjà atteint le statut de Oui. productrice à ton jeune âge, ce Oui. qui est franchement bravo. Et donc, quand on dit chargée de développement des nouveaux auteurs, c'est plus donc axé vers le court-métrage pour Hem, développer un pool d'auteurs qui travaillent avec cette boîte de prod et après peut-être les amener vers le long métrage. oui, c'est ça. En gros, l'idée de, Pierre-Emmanuel et Laurent, donc les 2 fondateurs de la structure, c'était effectivement, en fait, comme eux, ils travaillent maintenant avec les auteurs, qu'ils connaissent bien et ils ont leurs propres relations, et ils avaient des envies de recherche d'auteurs de leur côté. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils peut-être perdaient un peu, contact avec une forme d'émergence d'auteurs très jeunes, très auteurs, qui sortent d'école, et c'est une toute autre façon aussi de chercher des auteurs. Donc leur idée, c'était en fait de recréer un pôle vraiment de nouveaux auteurs, qui sortent d'école, qui sortent de résidence et de former un ou une jeune productrice, à la production en fait, grâce à ce pôle-là. Et l'idée en fait, c'est de recruter un peu des talents, de leur faire faire des courts-métrages. Dans une boîte comme la nôtre, faire des courts-métrages, c'est vraiment du développement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un investissement, c'est du pari, parce qu'on ne gagne quasiment pas d'argent quand tu fais du court-métrage. C'est vraiment un truc à avoir en tête. Et donc, du coup, l'idée, en fait, c'est vraiment du sourcing, c'est de chercher des nouveaux talents sur du court, et en fait, de les amener effectivement sur du long, et que moi, en tant que productrice, je puisse faire cette trajectoire avec eux. Et sur le côté un peu chargé de développement, c'est plus que, au sein de la structure, c'est intéressant aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on développe une boîte. Et moi, mon travail, c'est aussi en fait d'être, on va dire, force de proposition de projets, que ce soit des adaptations littéraires, un peu comme ce que je faisais aussi chez Film Grand 8. Moi, je développe, pour Paprika, tout le côté de la coproduction internationale. Ça veut dire en fait donc de produire des films avec d'autres pays, d'amener soit de l'argent français, soit d'organiser des tournages en France. Mmh. Et ça, c'est un tout autre réseau de recherche, mais qui est hyper intéressant, qui permet de faire des films très différents, et qui des fois en fait est plus simple aussi, vu que tu es Oui. moins impliqué. Oui, sachant que sur une bonne coproduction internationale, il y a des sociétés de production qui se sont retrouvées à avoir une Palme d'Or Complètement. ou un Oscar ou des Alors qu'elles Césars, alors alors qu'elles que ont juste bon, mis voilà, elles ont aidé pour, 2-3 trucs, des oui, parts de c'est ça, financement, de tournage et tu te exactement. retrouves Et tu te retrouves à être associé à un succès, donc complètement. Donc ce qui est intéressant pour des boîtes, quand tu te positionnes sur de la coproduction, c'est que très souvent, c'est pour 2 raisons. Soit c'est pour, le prestige, donc c'est-à-dire justement, en fait, t'associer à, des œuvres que toi tu juges hyper intéressantes et où tu sais que c'est des films globalement qui vont avoir des trajectoires, intéressantes. Ou c'est, on va dire, en fait, pour le volume, parce que ça va gonfler ton catalogue, ou que c'est des films qui vont faire des entrées et que c'est aussi ça qui est intéressant. Sachant que, un petit truc un peu technique, mais qui est pas inintéressant, c'est que quand tu es producteur délégué et que tu fais un film dans ton pays, ce qui est le plus important, c'est la relation avec l'auteur. C'est que toi, en tant que producteur, tu cherches un auteur avec qui tu t'entends humainement. Alors qu'en tant que producteur, quand tu es coproducteur d'un autre film, en réalité, la personne qui est vraiment ton lien, c'est l'autre producteur. mmh C'est qu'en fait, il arrive très, très souvent, typiquement, il y a si on prend, un film du Festival de Cannes de l'année dernière qui a eu beaucoup de succès, L'Agent secret avec oui, Kleber Mendoza. C'est un film où il y a, 5 pays différents en coproduction dessus, et le coproducteur principal, il est, néerlandais, de chez Lemming Film, et vraiment, il a été appelé par MK2 un peu en secours, mais parce qu'en fait, ils se connaissaient parce que les 2 personnes se connaissaient très, mmh très bien, et c'est presque un «service rendu» entre guillemets, et du coup, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que quand tu cherches des coproductions, c'est aussi parce que ça t'intéresse, toi, en tant que producteur, intellectuellement, de travailler avec un autre mh. producteur presque plus qu'avec ce Oui. réalisateur-là.
OK. Toujours dans cette optique de Ouais, réseau exactement. et que ça paiera toujours un jour. Hem, donc là, on est sur les longs, Mmh. mais toi, en ce moment, tu es dans le Oui, court-métrage et donc tu as produit ton premier court-métrage de A à Z oui, tout à fait. chez Paprika Film, donc Dr Poppers, et il est sélectionné au Festival international du film de Rhode Island, Ouais, c'est ça? Et c'était donc sa première à Rhode Island, ouais. voilà, sa première et il commence à vivre sa vie de court-métrage en festival. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Le temps que ça a pris, ta relation avec Arthur, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ça? Ouais, complètement. Effectivement, chez Paprika, j'avais coproduit un autre film dont on était pas à l'initiative, qui nous avait été ramené au milieu du développement, qui s'appelle La ligne de vie d'Hugo Beger, qui avait fait sa première à la Mostra l'année dernière et en même temps, on a produit donc le premier film donc d'Arthur Morard. L'idée, c'était que moi, je suis vraiment arrivée, on va dire, chez Paprika, un peu avec Arthur dans ma besace. Quand on lance sa boîte de prod ou quand on arrive dans une structure, c'est quasiment toujours qu'on a quelqu'un qu'on veut produire. C'est qu'en fait, l'élan est quand même mené par, le désir de produire quelqu'un ou en tout cas de produire un projet. Moi, j'aime bien l'idée de faire plusieurs projets avec les gens, et Arthur, du coup, on avait envie de travailler ensemble. En fait, on avait plusieurs idées de projets. En fait, on avait démarré sur un autre film qui n'est pas celui-là et en fait, pendant le développement de ce film, qui était beaucoup plus long, beaucoup plus technique, Arthur est arrivé avec, donc Dr Popper, c'est une comédie romantique, est arrivé avec une idée, assez loufoque dont il m'a parlé et on s'est un peu dit: «Bah, pendant ce temps long, hem, du financement de l'autre film, est-ce qu'on ferait pas un film plus vite?» Un autre bonbon, et c'est comme ça qu'est arrivé Dr Poppers. On l'a fait en 1 an, hem c'est un film qu'on a fait avec très peu d'argent, donc avec toutes les difficultés que ça a et tout l'inconfort que ça peut avoir. Mais en même temps, on était tellement créatifs, on avait tellement envie de le faire, ça a scellé une collaboration entre nous qui est très forte et qui lui a scellé une collaboration forte avec, ses techniciens et techniciennes aussi, que ça s'est très bien passé. C'était hyper chouette de faire ça. On l'a fait, oui, globalement en 1 an. On Est-ce l'a que tu peux nous donner le budget, Ouais, ouais, le film a coûté 35 000 €, ce qui est très peu on va dire que l'échelle, c'est que sur les courts-métrages produits, la moyenne est plutôt autour de 70 000, 80. Donc 35, c'est très peu. Hem et en fait, donc voilà, donc on a tourné pendant une semaine entre Paris et Clermont-Ferrand. C'était important pour le réalisateur de tourner à Clermont, comme c'est la ville dont il vient et que pour le coup, ça fait partie de l'histoire, Mmh. c'est une partie intégrante de l'histoire. Hem et ensuite, effectivement, le film a commencé sa route au Festival de Rhode Island en août 2025, qui était sa première mondiale. Par la suite, il a été sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand, donc ce qui était, Oui. l'apothéose pour le réal forcément. Et là, donc il a fait plein de petits festivals. Là, il sera à Pantin, à Côté-Cour aussi en Mmh. juin, à Paris. Mais il fait plein d'autres petits festivals, un peu à droite à gauche. Donc du coup, en fait, ce qui est très chouette, c'est qu'on a aussi de très bons échos sur le film. Il y a vraiment aussi un bouche à oreille qui s'est bien passé, et on espère aussi là le vendre bientôt à une télé. OK et pour parler, financement un peu plus, tu as pu trouver des aides pour le film ou comment ça s'est passé? Tu as déposé des dossiers, On a avec déposé la région Ouais, Rhône-Alpes, ce genre de trucs? on a déposé énormément de dossiers. Mon apprentissage sur ce film, c'était vraiment en plus ma première année, moi, chez Paprika, c'est que le film n'était pas assez développé au moment où on l'a déposé. Donc Ah, on a eu aucune aide ouais, donc les qu'on a demandé. commissions ont Non, pas OK. franchement, rétrospectivement, quand je relis parce que j'ai fait ce travail-là de relire ce que j'avais fait, comme tu relis ta copie et heu et effectivement, le texte était bien, mais en plus, il ne ressent enfin, il est bien pas du tout celui qui a été tourné forcément et en fait, la temporalité qu'on s'était imposée était un peu short pour aussi les OK. commissions. Donc on a en fait, nous, investi ce qu'on appelle du fonds de soutien, de notre structure. Le fonds de soutien globalement, c'est, on va dire en fait, c'est comme un système de cashback où en fait, quand on est producteur de long métrage et qu'on sort des films en salle, le CNC considère en fait que tu prends un risque. Globalement, c'est à peu près ça, et donc en fait, te reverse sur chaque en fait ticket qui est acheté, de cinéma, te reverse, mettre sur un compte qui est bloqué au CNC de l'argent, qui est comme une espèce de «cagnotte un peu magique» entre guillemets, en fait, que tu as le droit d'investir, hem, uniquement en fait pour refaire des films. C'est-à-dire que c'est de l'argent que tu ne peux pas investir, pour payer tes salariés. C'est vraiment comme un espèce d'argent de secours, et que tu peux investir et il t'encourage à investir cet argent sur des œuvres dites difficiles, et les courts-métrages sont considérés comme des œuvres difficiles parce que très peu financées. Donc on a pris de l'argent de ça
Et on a eu l'apport d'un mécène qui nous a amené un peu d'argent, OK, qui avait aidé Arthur sur des films précédents, donc on le connaissait comme ça. OK. Mais c'est bien que tu rappelles ça parce que donc le producteur n'engage jamais son argent propre Non, à part, des producteurs millionnaires, mais oui, ça, il y en a c'est peut-être aux États-Unis, ça existe. ça peut Des acteurs exister, mais oui, producteurs, oui. du mais en France, Non, ça n'existe pas. ça Ouais, n'existe pas. Le CNC n'est pas financé par vos impôts, pas il est du tout. financé sur les taxes sur les billets de Ouais, sur les billets cinéma. de cinéma. Ouais, ouais, complètement. Et aussi parce qu'il y a certaines aides qui sont remboursables. Remboursable Ouais. aussi, oui. Oui, Donc ils prêtent de l'argent, mais après voilà, c'est il comme un faut système rendre de prêt. quand Ouais, ouais, voilà. complètement. Et donc sur le ticket de cinéma, le CNC prend un certain pourcentage. Donc à chaque fois que si vous allez voir le dernier Spider-Man, bah, On finance le inévitablement, vous CNC. Ouais, financez peut-être le ouais, Dr Poppers exactement, de chez Paprika. exactement. Donc oui, c'est bien de le rappeler ça. Et oui, le compte de soutien, c'est hyper important pour les producteurs et c'est souvent Complètement. une béquille, enfin, ça permet aussi, sur certains films où le financement est un peu court de hop, on se dit: «Bon, bah, je vais Exactement. taper dans mon compte de soutien pour, Ouais. amener, cet argent-là». Donc c'est l'argent du producteur, mais il n'est que pour les films. En fait, c'est ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'argent qui périme. C'est-à-dire qu'en fait, que comme il est lié à la sortie d'un film en salle, il a une date de péremption. Et il y a un moment donné où cet argent est juste reversé dans les caisses Ouais. du CNC. Donc en fait, il faut l'utiliser. Et, oui, et effectivement, et même le CNC t'encourage à l'utiliser des fois chez d'autres gens parce que tu peux aussi avoir des bonifications en fonction en Mmh fait mh. vraiment on va dire du gap de financement qui existe. Voilà. Donc oui, oui, c'est Le vraiment CNC s'autofinance, on ne voilà. le redira jamais assez. Tout à fait. Donc là, tu travailles avec un scénariste, réalisateur, un auteur dont tu apprécies son travail. Est-ce que, tu as une réalisatrice ou réalisateur que tu rêverais de produire? Un petit kiff, hein, on peut viser gros, hein. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, carrément. Oui, c'est vrai, bah, j'ai réfléchi à, je réfléchissais à des gens qui étaient plutôt accessibles. Donc là, je pensais à des gens type, Erwan Leduc, qui ont des univers hyper, je trouve ça toujours assez dingue les gens comme ça qui arrivent à ne pas avoir peur d'être vraiment eux-mêmes et d'avoir des univers hyper loufoques et qui y vont à 100. Donc j'aurais plutôt dit lui, en France. Et je pense en ce moment, je suis très sensible au cinéma espagnol. Mmh mh. Je pense qu'on l'a tous été avec, Los Años Nuevos qui est sorti Mmh. là, qu'on a tous binge-watché pendant les vacances de Noël. Hem et du coup, des auteurs genre, Jonas Trueba, des gens un peu comme Ouais. ça qui, en fait, savent raconter un contemporain sans que ce soit cliché. Je me dis que j'aimerais beaucoup faire des films qui puissent devenir, cultes. Je trouve que ça, c'est assez fou, d'avoir l'impression qu'un film est Mmh une mh. capsule temporelle. Du coup, je dirais des gens comme ça. OK. Oui, même Rodrigo Sorogoyen Oui, voilà, tant qu'à exactement. faire. Tout à fait. Et dans la production, est-ce qu'il y a des productrices ou des producteurs, français ou étrangers que tu admires, de par, un coup de poker magistral Ouais. qu'ils ont fait ou Envers et contre tous, ils ont dit: «Dans ce film-là, ça va le faire» et il a tout défoncé? Est-ce que tu as des exemples de films ou de producteurs? Je dirais, il y a 2 productrices en France ouais, qui me parlent assez, dans leur choix. Je pense que la première c'est, Sylvie Piala, qui est Oui. donc, la productrice des films du Verseau, heu, qui, heu, qui je trouve, est assez zinzin sur ses choix. Cette meuf, elle a un goût et surtout des intuitions assez incroyables. Moi, j'ai adoré Tout le monde aime Jeanne, qui est un des enfin, elle continue à produire des premiers longs, à prendre des risques. Typiquement, c'est vraiment, je pense aussi, je pense que c'est une crainte quand tu es aussi producteur, mais je pense dans tous les métiers comme ça où il y a des tendances, un peu comme dans la mode ou quoi, de aussi, je pense, de perdre le fil ou de perdre un peu ton nez ou quoi. Et elle, je trouve elle fait toujours des choix qui sont hyper ambitieux et où elle y va à fond. Et c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots et je la trouve assez incroyable comme femme. Et je suis très inspirée, comme beaucoup, de gens, je pense, par notre amie Marie-Ange Luciani, Oui, bah, oui. forcément. Mais je suis assez moi, je suis très, Qui a produit, qui a produit Anatomie d'une chute, oui, Anatomie d'une chute. voilà, de Justine Triet, qui a eu, les grands chelems, qu'on lui connaît, mais qui a produit plein d'autres choses et qui en fait, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est, sa ténacité. Parce qu'en fait, là, on lui connaît ses succès récents, mais en fait, ça a mis énormément Oui, de elle a temps. galéré. Voilà, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, j'admire aussi beaucoup chez elle, aussi sa fidélité, sa ténacité, enfin, que ce soit avec, Justine Triet, que ce soit avec Romain Campillo. Elle a comme ça des auteurs et des autrices qu'elle suit sur plusieurs projets qui, moi, est vraiment ce que je veux Oui, faire. une loyauté, en Une fait. loyauté, je pense que c'est comme ça qu'elle est. Et Justine Trier racontait que, sur son projet, elle avait eu,
elle avait beaucoup bataillé pour avoir, beaucoup plus de semaines de montage que ce qui était prévu et qu'en fait, donc c'est une coproduction avec les films Péléas, c'est David Thion qui Mmh. l'a produit chez Péléas avec Marie Luciani. Mais du coup, elle décrivait vraiment qu'en fait, ses producteurs avaient vraiment compris ce besoin-là et qu'ils s'étaient bagarrés avec des Sofika pour avoir plus d'argent, pour pouvoir faire ça. Mais que donc du coup, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui est au service des films, et au service de ses relations avec les auteurs et les autrices, et qui fait des choix de zinzin et tout et qui fait pas des films qui sont faciles à faire. Donc je me dis qu'elle je l'ai jamais rencontrée, mais je me dis que c'est quelqu'un qui ouais, qui a pas peur, qui fait du cinéma ambitieux, ouais et je suis assez admirative. Oui et surtout que c'est des métiers, comme on l'a dit, sur le temps long, mais même le temps long De vie, de quoi. vie humaine parce que en fait, des producteurs de 25 ans, ça n'existe pas. Enfin, c'est plutôt des C'est rare, métiers ouais, où tu ouais, mûris, complètement. il faut le réseau, il faut l'expérience, parce qu'il y a plein de fois où tu trébuches, où tu te fais Ah ouais, avoir ouais. sur un truc, tu t'y attendais pas. Puis après, il y a aussi des trahisons Ouais, avec ah les ça oui. auteurs. Tu t'as produit le court métrage de ton auteur, tu t'es donné sang et âme, tu te dis: «Bon, bah, son long métrage, on va le faire ensemble, ça va continuer». Et Puis pas hop, du tout. hop Ouais. et c'est un milieu C'est dur, hein, ouais, aussi ouais, c'est un peu un complètement. milieu de requins, on va pas se mentir. Attends, ça Oui c'est clair. et pour rappeler, oui, c'est comme beaucoup de métiers dans le cinéma, c'est un métier passion. Oui. S'il y a des jeunes étudiants qui veulent se lancer là-dedans, vous allez pas gagner Beaucoup d'argent. voilà, vous allez pas Non, faire 15 000 € par mois non, c'est clairement pas. C'est et bon mais même, c'est important de oui, l'avoir en tête, oui, oui, c'est pas, pareil sur, cette image non, d'Épinal qu'on a dit au non, non, pas départ, du tout. vous en France, vous allez pas faire de gros sous, Non, et puis même si vous faites des gros sous, bah, ça ira dans votre ça ira dans le boîte film et et dans dans les la boîte. films et voilà. Complètement. Il y a des endroits dans le cinéma où on peut gagner de l'argent, mais pas dans Oui, la production indépendante. si vous voulez de l'argent, travaillez dans l'IA, Ouais, les enfants. exactement. Et bah, pour parler de ce temps long, est-ce que dans le futur, je pense que oui, mais tu aimerais ouvrir ta propre société de production avec ta couleur cinématographique à toi? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, que je me pose très souvent. Je pense qu'on a, oui, on a tous envie de créer sa maison avec, comme tu dis, t ton image de marque, que tu puisses designer tout. Pour l'instant, je c'est pas une évidence pour moi non plus, hem, parce que, bon, quand tu as une boîte, tu dors avec, quoi. C'est quand même Oui. ça aussi et aussi je pense que si je le fais, je le ferai pas seule et en fait, j'ai pour l'instant, c'est vraiment un langage amoureux, pas l'impression que j'ai trouvé la bonne personne. Mmh, 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 Je mmh. ne suis pas sûre de ça, même si j'ai des gens autour de moi qui seraient des bons candidats, mais j'attends peut-être une forme d'évidence où, je me dis de trouver quelqu'un qui soit vraiment, qui me complète vraiment bien pour pouvoir le faire. Des fois, je me demande si justement, un peu comme ce que je fais chez Paprika, j'aimerais pas monter un département dans une boîte qui existe déjà, pour être quelque part un peu protégée aussi par ça. Hem Et avoir ton autonomie quand même, voilà, ouais. voilà. Ce qui est important pour moi, c'est avoir mon autonomie comme ce que j'ai aussi là actuellement, de pouvoir, développer des choses, prendre des risques et avoir aussi mon propre libre arbitre. Mmh mh. Très bien et pour finir, des conseils pour un jeune, qui voudrait se lancer dans la production cinématographique, les métiers de la production, qui s'y intéresse? Même peut-être pour Ouais. les études, on peut en parler Mmh. parce que tous les 2 on a fait Ouais, des complètement. études dans la production. Voilà, quel conseil donnerais-tu, Moi, je dirais qu'effectivement que le cheminement d'études, je pense pas qu'il n'importe pas, mais que C'est pas c'est obligatoire. pas obligatoire. Nous, on l'a fait, mais c'est parce Ouais, on voulait un cadre, mais c'est c'est pas ça, c'est pas obligatoire. Moi, je l'ai vraiment fait sur le tard et ça m'a aidé pour certains trucs, mais c'est vraiment pas obligatoire. Non, ce qui est important, c'est très bateau de dire ça, mais de regarder énormément de films, vraiment beaucoup, parce qu'en fait, c'est hyper nécessaire, même quand on parle avec les auteurs, tu te sens très vite con quand en fait, les auteurs te parlent de références où ils oui, sont hyper habités, que toi, tu rien vu et que c'est imbitable ce qu'il te dit et qu'en fait, du coup, tu te dis que tu passes à côté, de son film et de la relation avec lui. Donc vraiment voir énormément de films, être hyper curieux, anciens comme nouveaux, mais vraiment se tenir aussi au courant de qu'est-ce qui sort. je rajouterais lire énormément de livres Oui, parce que c'est un métier d'image, mais passe ta hem, vie à lire des fi oui, des moi, j'ai eu des scénarios. missions quand je fus Ouais. assistant de production, c'était dégoter, des nouveaux auteurs qui sortent des livres en librairie, aller acheter leurs livres, lire et au bout de quelques pages se dire: «Ah, est-ce que ça pourrait faire un bon film?» parce Ouais, qu'il y a énormément de films qui sont adaptés de livres, c'est pas rarement des scénarios originaux complètement. et donc ouais, La lire moitié aussi quasiment. et se dire: «Ah, peut-être que les droits de celui-là, on Ouais, pourrait essayer de les choper pour en faire un bon film avant tout le monde». Il faut flairer aussi le bon film. complètement, complètement. Donc la Donc lecture, c'est très donc important la aussi. lecture, c'est important, donc ça, donc regarder beaucoup de films, être curieux, et vraiment, ne pas avoir peur, d'aller sur le terrain, enfin moi, je pense que les stages, c'est la meilleure école et en fait, faire un maximum, d'expériences,
mais vraiment pas et surtout ne pas oui, je dirais que mon vrai conseil, c'est ça, c'est ne pas avoir peur d'être lourd et d'être chiant et de en fait, il faut vraiment insister, Oui. il faut vraiment insister. Les gens oublient, les gens n'ont pas le temps, les gens ont 2 téléphones, il faut vraiment il faut appeler, il faut rappeler. Il faut pas avoir, se dire qu'on a honte ou quoi que ce soit, surtout quand c'est le début. Heu, on reviendra toujours vers la personne qui nous semble la plus Mmh. acharnée, surtout si on veut Comme a lui dit ton ancien boss. voilà, exactement et donc ça, ce serait vraiment mon conseil, de vraiment pas lâcher du tout, et pas se décourager vite Mmh parce mh. que c'est vraiment un temps long et je me le dis aussi à moi tous les jours, hein, mais il y a des moments où ça semble impossible, mais en fait, il faut vraiment pas lâcher. Ouais et être patient. Être patient, ouais, être patient et toquer et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Multiplier les expériences, Oui, aller voir des gens très différents, tester plusieurs boîtes ouais, parce que c'est un plusieurs milieu aussi postes, qui est un milieu qui est quand même sous tension. ouais, Heu, le producteur ou la productrice peuvent être des gens intenses, complètement. voire même toxiques. Ouais, C'est arrivé à plein de gens autour de nous. oui, Donc, ne vous arrêtez pas à une première expérience mauvaise. voilà, Il y a c'est des ça. boîtes de prod hyper, accueillantes qui vont vous former bien et tout. Et il y en a d'autres, bon, vous allez être le larbin de sa on va pas se mentir, c'est Ouais, arrivé. ça arrivé et en fait, il faut aussi en fait, il faut toujours avoir une espèce de ligne en soi, de garder du sens, Ouais, de, bah, si c'est le cinéma et si c'est ça que je veux faire, faut pas se mettre en danger psychologiquement pour voilà. le faire. Donc faut vraiment être à son écoute quand même, c'est important. Et dernière chose, vous n'êtes pas médecin. Oui, Vous n'avez pas nous de ne vie en sauvons jeu. pas de vie, Il y a oui, de rien ouf, clairement. qui Oui, oui, justifie, non, de une se rate au couper en courbouillon, 4, ouais, ouais, c'est pas grave. non, Au pire, oui, oui. ce ce n'est que de l'art. Oui, oui, On complètement, peut c'est que du peut dire ça? divertissement, ouais, ouais, complètement. Nous arrivons tranquillement vers notre carte blanche. Oh waouh! Question qui tue. Donc, pour rappeler, je demande toujours à mes invités de préparer un film pour l'émission. Tout à fait, Car même si on s'intéresse au métier et les gens qui font ces métiers, il faut pas oublier le produit final et pourquoi on fait quand ça. même, Ça marche encore plus aujourd'hui c'est clair. avec le producteur. Sachant que je rappelle aux auditeurs que mes consignes sont que l'invité peut parler de n'importe quel film, celui qui lui a donné envie de faire du cinéma, un film de chevet, une expérience en salle, bref, une carte blanche. Et Nina, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du film Cendre et Diamant, film polonais réalisé par Andrzej Wajda et sorti en 1958. Pourquoi Voilà! ce film? C'est une carte blanche. Oui, bah, j'ai longtemps hésité, parce que j'adore parler de mes films préférés comme un peu tout le monde. Oui, Mais là, je me suis dit, on va parler d'une expérience en salle, oui, c'est bien ça. voilà, parce qu'il faut aller voir des films en salle, c'est important. Et parce qu'aussi, comme moi, mon parcours est à la croisée entre les festivals et la production, je me dis que c'était intéressant. Comme tout le monde, quand j'ai démarré, j'avais des étoiles dans les yeux pour le festival de Cannes. Et c'est marrant parce que ça m'a fait un peu ça même en arrivant à Paris. Paradoxalement, alors que j'y ai aussi travaillé, que j'y vais tous les ans et que, pour maintenant y travailler, donc avec un rythme où paradoxalement quand je vais à Cannes, je vois quasiment plus de films, je fais que des rendez-vous, tout ça. En fait, cette magie que j'avais dans les yeux du Cannes, de mon premier Cannes en 2018, en fait, ne m'a jamais quittée. Ça reste toujours une exaltation et on parlait tout à l'heure du sens et d'avoir envie de faire du cinéma, ça reste un peu central. Et donc, du coup, je me suis dit, ce serait hyper intéressant de parler d'une expérience que j'ai vécue en salle à cette époque. Donc, c'était en 2018. Et en fait, donc, je fais mon premier Cannes, vraiment avec une accrède cinéphile, donc carrément la crède un peu pourrie, Bas du mais tableau. bas du tableau Faut se de battre pour avoir les voilà, places. de ouf, mais qui en fait te permet d'aller voir des films de zinzin à 9 h du matin, enfin bref. Et en fait, c'était l'époque où tu prenais pas des places encore Ah, c'était pas encore, c'était pas en encore en ligne? ligne, donc c'était des places physiques. Et Ah en fait, ouais! ce qui était assez incroyable du coup, à cette époque, c'est qu'en fait, les gens qui étaient au Festival de Cannes, enfin qui avaient par exemple un film en salle, en fait, on leur donnait des enveloppes avec les billets physiques pour aller voir plein d'autres films. Mais du coup, en fait, ce qui était intéressant, c'est que vu qu'ils les avaient dans les mains, si en fait ils voulaient pas les voir, ils les donnaient aux gens. Mmh Donc en mh. fait, il y avait ce grand jeu Oui, t'étais avec une petite pancarte dans la rue, il y avait des points stratégiques, ouais. tu savais que les gens sortaient et tout. Cherche un billet Et pour le dernier Scorsese, voilà, exactement. Cette tradition-là est restée, mais là, c'était encore plus «simple» entre guillemets quand c'était OK. des billets physiques. Et en fait, un jour, je cherchais des billets pour, un truc que je voulais absolument voir, que je n'ai pas trouvé. Et en fait, il y a, à Cannes, donc il y a plein de sélections différentes et il y en a une qui s'appelle Cannes Classique, qui est en fait un peu tu Quand tu as vois? rien, Quand quand tu t'as as plus rien. rien et tout. Et en fait, j'avais vraiment un trou, j'étais seule. C'est des films de patrimoine, voilà, Voilà, c'est vrai il que pleuvait de ouf. Et en fait, le Cannes Classique, c'est comme en fait, hem, voilà, Cannes est aussi, lié au Festival Lumière, c'est vraiment un hub aussi de films, en fait, qui sont restaurés.
chaque année, il y a une sélection de films restaurés qui sont des films de patrimoine et qui sont soit des très grands classiques, soit des films de très grands réalisateurs qui ne Mmh. sont pas très connus. Et en fait, donc bon, un peu j'aurais la loose, quoi. Et en fait, je me retrouve à Cannes Classique, voir Cendre et Diamant d'Andrzej Wajda, dont je n'avais jamais entendu parler à l'époque. Et en fait, et donc j'étais vraiment le seum, quoi, d'aller voir ça. Mais c'était toujours mieux que d'être seule. Et en fait, j'ai pris une claque de ouf parce que j'ai adoré ce film. En fait, je me suis rendu compte qu'il était adapté d'un bouquin donc, que j'ai lu après et qui était très proche de l'univers un peu de Stefan Zweig, qui est un auteur que j'aime beaucoup, Oui. qui lui est autrichien. Et pour Hem, rappeler le synopsis, c'est, à la Libération, en 45 en ouais, Pologne, tout c'est à fait. ça? C'est 2 jeunes gens, nationalistes qui sont chargés de tuer le secrétaire général, Exactement, communiste. Pour, exactement. qu'après à la réhabilitation du pouvoir, il y ait pas de communistes. Tout à fait, exactement. Et en fait, donc c'est un film un peu onirique, là-dessus et où le personnage principal, voilà, est un peu fantasque, et on le suit un peu dans ses pérégrinations. Et en fait, voilà, c'est un film en noir et blanc, C'est le et film c'est polonais un comme f on l'entend voilà, là. c'est ça. Et en fait, jamais j'aurais cru, Prendre une typique claque, prendre une claque. J'y allais vraiment mais j'y allais un peu en pour mode dormir presque, bah, presque, parce que faire une j'étais sieste. j'étais mouillée, il pleuvait, machin. Et en fait, ça m'a vachement surprise. Et en fait, heu je me suis vraiment dit: «C'est fou», enfin, du coup, c'était encore plus beau dans mes yeux de l'époque, mais il y avait vraiment ce truc, je me dis: «Mais c'est fou comment aussi, en fait», je pense que je me sentais un peu rejetée à ce moment-là aussi, en fait, bah, comme on disait sur, le fait de pas réussir à avoir de place, d'être un peu seule, alors que toi, tu as l'impression que tu as tellement envie de faire du cinéma, tu as Mmh mh. l'impression que le monde te rejette un peu. Et en fait, de voir ce film-là, que je n'avais jamais prévu de voir, que je connaissais pas, dans le temple un peu du cinéma, m'a remis un Oui, sens. ça t'a Ça m'a réconforté. réconforté, ça m'a remis le sens de mais en fait, tu veux faire du cinéma pour ça, pour cette émotion-là de voir ce type de film. Et bien sûr que le chemin est dur, mais du coup, c'était vraiment un petit câlin, qui te rappelle en vrai, tout ça, c'est parce que cet amour-là est très profond et qu'en fait, tu ne pourrais pas faire autre chose. Et du coup, je trouvais ça assez marrant que ce soit un côté si confort Mmh d'un mh. film polonais des années 50. Ouais, Mais aussi d'où ce truc de voir des films qu'on ne connaît pas, oui, et et qui voilà. d'être en salle, et quand tu es en salle, tu es captif de l'écran, tu peux Ouais, pas vraiment c'est ça. t'enfuir, Ah, captif de l'écran, c'est une et bonne expression. C'est c'est vrai, ça. ouais, c'est ça. Et des émotions des autres, c'est Ouais, une expérience, commune aussi. c'est pour ça, on le redira jamais assez. Allez voir des films en salle. Voilà. Achetez-vous une carte UGC. Mais très belle carte blanche, Bah, voilà, merci expérience en beaucoup. salle magnifique. Bah, merci d'être venue Nina, Bah, merci de m'avoir invitée, Jules, c'était très chouette. d'avoir parlé de ce beau métier, de Tout productrice à chez fait. Paprika Film. Il y a du travail. Voilà, et Allez-y. peut-être qu'un jour vous verrez un long métrage produit par Nina Benoît au 9h des Halles au UGC. Exactement, à passer vos cartes. Voilà. N'hésitez pas. Bah, merci beaucoup en tout cas. L'épisode sera disponible, comme j'ai dit tout à l'heure, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et sur YouTube en vidéo parce que nous sommes filmés. Et on vous dit à une prochaine fois pour un épisode de Cinéma 3000 Pro. Salut! Salut!